Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Marwan Mohamed et Abdelali Hadjat à l'occasion de la réédition de leur ouvrage « L'islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman ». Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et vous souhaitons la bienvenue au CAREP. Vos travaux ont contribué à rendre visible et à légitimer la notion d'islamophobie qui, en France, reste l'objet de vives controverses, y compris dans le champ académique. La thèse que vous défendez est la suivante: l'islamophobie serait la conséquence de la construction d'un problème musulman, un problème qui se construirait à l'intersection de différents champs, politiques, économiques, administratifs, universitaires, associatifs également. Et malgré l'existence de fortes dissensions entre ces champs et au sein même de chacun de ces champs, l'islamophobie reste partagée par les élites. La question est alors de savoir pourquoi la présence musulmane est devenue si obsédante dans l'espace public français et comment s'est construit ce consensus élitaire selon lequel l'islam poserait un problème. 10 ans après la publication de votre ouvrage, vous nous proposez ici une version augmentée de 2 nouveaux chapitres. Dans la première version, en 2013, vous mettiez au jour l'existence d'une double tendance observable tout au long des années 2000, entre d'un côté le rejet continu des marques d'islamité, que sont le ramadan, le halal, la prière, le hijab, de l'autre, un affaiblissement du déni français de l'islamophobie parmi les élites. Alors, pour débuter notre échange, j'aimerais donc vous poser cette question sur le contexte de publication actuelle. Est-ce que pour la période qui s'écoule de 2013 à aujourd'hui, vous considérez que cette tendance est toujours valide? Et donc cette tendance que je disais, banalisation d'un côté de l'islamophobie et extension du rejet de l'autre musulman d'autre part. Et est-ce que vous considérez que cette double tendance, enfin ces deux tendances se nourrissent mutuellement? Bon, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup au CAREP, merci beaucoup à toi, Leïla, pour avoir activement contribué à notre invitation. On est très content d'être là, surtout que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion tous les deux de discuter autour de ce travail. Et la réédition de cet ouvrage nous offre cette occasion. Alors, pour répondre à ta question, d'abord sur la question du déni, je pense qu'on est dans une situation assez paradoxale, c'est que le déni s'est organisé, le déni de la question de l'islamophobie, du phénomène, il reposait essentiellement sur le déni du mot ou la critique du terme islamophobie. Et donc, l'essentiel du débat en termes de déni, de rejet de la question du phénomène de l'islamophobie, il s'est focalisé sur le terme qui était censé entretenir une espèce de confusion entre différentes formes de racisme, qui était censé être la notion à partir de laquelle le droit au blasphème allait être remis en question. Et c'était un terme qui, finalement, ne pouvait pas être criminalisé parce qu'au fond, il s'occupait de phobie et que, dans un sens psychanalytique ou psychologique, la phobie, c'est une peur irraisonnée. Et comment est-ce que considérer une peur irraisonnée comme une forme de racisme? Donc, on avait beaucoup d'arguments autour du suffixe phobie uniquement pour le mot islamophobie, pas d'autres mots. Donc ça, c'est cette critique-là, paradoxalement, on l'entend un petit peu moins aujourd'hui. Et je vais dire en quoi c'est paradoxal. C'est qu'il y a de moins en moins d'articles, de moins en moins de textes, d'interventions. Il y en a encore, mais ça reste assez résiduel pour criminaliser l'usage de la notion d'islamophobie et de considérer ça comme une espèce d'hérésie en termes d'utilisation. Mais on est quand même dans un contexte où il y a moins besoin de criminaliser la notion d'islamophobie parce qu'elle est de moins en moins utilisée à des fins militantes aujourd'hui. Les 2 principales organisations de lutte contre l'islamophobie ont été dissoutes par le gouvernement. Je parle du CCIF et du CRI, et c'est les 2 organisations qui portaient la question et la cause de la lutte contre l'islamophobie essentiellement. Et la place qu'ils ont laissée, elle n'a pas été compensée ni par le collectif contre l'islamophobie en Europe, ni par toutes les initiatives qui sont là, qui existent, qui commencent à prendre un petit peu d'ampleur, mais qui n'ont pas la place que pouvait occuper le CCIF. Donc, on a le premier point. Le deuxième, c'est que
dans l'argumentaire juridique pour justifier la dissolution, il y avait cette idée que la notion d'islamophobie, ça a été validé par le Conseil d'État, la notion d'islamophobie, en soi, notamment la critique de l'islamophobie de l'État, des services publics, institutionnels, cette critique-là était vecteur de violence, et de violence politique et de terrorisme, était vecteur de radicalisation. Et donc, si le Conseil d'État vous dit « attention, la notion d'islamophobie sert à justifier les passages à l'acte violent », ça calme en fait. Ça calme à la fois dans le champ du militantisme, mais ça calme également, en tout cas, ça amène à se reposer des questions dans le champ académique, dans le champ intellectuel et dans le champ du débat public. Et donc, on est dans cette situation intermédiaire assez bizarre dans laquelle il y a de moins en moins de débats, de polémiques autour de la notion, mais il me semble qu'il y a aussi de moins en moins de mobilisation, de moins en moins de mobilisation associative, collective et de mobilisation dans le débat public. Même si on voit que dans le champ académique, par exemple, que je connais un petit peu mieux, il y a de plus en plus de recherches qui utilisent la notion d'islamophobie. Dans le champ médiatique et journalistique, on a beaucoup de journalistes qui ont décidé de l'utiliser, d'arrêter de débattre autour de ça, et de journaux très sérieux, hein, pas seulement de fanzine groupusculaire. Hein. On parle de journaux qui sont devenus des journaux mainstream. Voilà le sentiment que j'ai, moi, par rapport à cette situation assez bizarre d'entre-deux dans laquelle on se trouve. Pour l'autre question, je vais laisser Abdelali ou compléter ou répondre. Ouais, cette double tendance, on la retrouve, mais c'est vrai que c'est comme une sorte de jeu de vase communicant. C'est-à-dire que les logiques de reconnaissance de l'islamophobie en tant que forme de racisme dans certains espaces sont toujours là. Donc, dans une certaine presse, dans certains mondes militants, certains mondes politiques. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y a une sorte de recul total par rapport à ça. Mais en même temps, les logiques de déni, des logiques de dénégation sont passées à une logique de répression. Donc, ce que disait Marwan, c'est que le fait même d'en parler pose problème. Et ça, c'est bien sûr un des effets des attentats de 2012, de 2015, de 2016, donc la succession d'attentats terribles sur le territoire français, donc qui s'est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a ça produit une accélération des logiques de déni de l'islamophobie. Donc, ça ne veut pas dire que il y a une sorte de comment dire, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que les attentats ont participé à l'accélération de processus qui existaient déjà avant. Et de ce point de vue-là, le fait que des associations qui jouent sur le terrain légal, le terrain judiciaire, soient elles-mêmes dissous, ça produit une forme de répression nouvelle. Et il me semble que c'est inédit par rapport à ce qu'on a pu observer dans les années 2010. C'est-à-dire que il y avait une contestation de la cause en tant que telle, mais on restait dans le cadre du débat. Débat qui était voilà, très, très nourri, très, très contesté. Mais là, en fait, il n'y a plus de débat. Et tout à l'heure, tu parlais des différents champs. Le champ juridique a joué un rôle déterminant dans cette affaire, dans la mesure où il a participé d'une manière ou d'une autre à mettre en place une extension de ce qu'on a appelé un régime juridique d'exception. Donc, on a parlé du régime juridique d'exception par rapport à la question du port du hijab donc à l'école pour les jeunes filles, ensuite dans d'autres espaces sociaux. Mais la logique d'exception dans le champ militant n'était pas encore présente, en fait. Et c'est pour ça que on peut même questionner, quand on regarde en fait la différence de traitement entre ces associations de lutte contre l'islamophobie et d'autres associations qui ont été dissoutes et qui ont été rétablies, comme une association antifasciste lyonnaise qui a réussi à casser le décret de dissolution du gouvernement, qu'il y a un état de droit en tant que tel qui est remis en cause. Mais parce que quand on regarde les arguments, enfin les éléments matériels, donc pour parler concrètement, ce qui était reproché au départ par le gouvernement contre le CCIF, c'était qu'il y a une complicité
du CCIF vis-à-vis de l'assassinat de Samuel Paty. C'était ça la chose qui était dite au début. Puis après, petit à petit, les faits ont montré que pas du tout. Mais le Conseil d'État, qui, de ce point de vue-là, s'est pas montré totalement indépendant vis-à-vis du gouvernement, a repris cette idée que le fait de dénoncer une islamophobie d'État, c'est en soi une provocation à la haine raciale. Donc là, on a quelque chose de très nouveau, c'est l'usage de la législation antiraciste contre les antiracistes. Et une sorte d'inversion qui s'est produite, assez particulière et qui est vraiment spéciale par rapport à ce qui est dit dans d'autres pays européens. Merci beaucoup. D'autant que je pourrais agir pour rebondir à ce que vous disiez. Quand on a organisé cette conférence, on a eu des personnes qui nous ont écrit sur le site du Carré pour nous dire comment pouvez-vous organiser une conférence sur l'islamophobie après Samuel Paty, puisque c'est bien les défenseurs de l'islamophobie qui sont en partie responsables de cet assassinat. Donc, pour réagir à ce que vous dites, on a là un exemple concret de comment cette défense de l'islamophobie est criminalisée et quelles sont on va dire, la rhétorique pour criminaliser aujourd'hui les défenseurs de cette cause. Pour revenir, si vous voulez bien, à la question définitionnelle, parce qu'il me semble important quand même de rappeler que l'islamophobie est bien une forme de racisme, un racisme qui est fondé sur l'appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane, mais et vous montrez bien dans votre ouvrage que l'islamophobie est liée au racisme anti-arabe, mais qu'il ne saurait pourtant se confondre avec ce racisme anti-arabe. La question que j'aimerais vous poser est comment peut-on distinguer dans ce rejet de l'autre ce qui relève d'une part de la race et ce qui relève de la religion? Adelaide m'envoie au casse-pipe à chaque fois. La question, je ne pense pas qu'on puisse distinguer comme ça, de manière abstraite, ce qui relève de la race et de la religion, pour deux raisons. D'abord, toute forme de racisme repose sur un processus qui s'appelle la racialisation ou l'altérisation, c'est-à-dire l'essentialisation de l'autre et le fait d'attribuer à l'autre des caractéristiques culturelles ou biologiques ou phénotypiques ou morales, etc., immuables et donc toujours valables dans le temps et quel que soit le lieu. Ces processus de racialisation, ils peuvent reposer sur différents motifs. Des formes de racialisation qui reposent sur le phénotype, sur la couleur de peau, donc un discours raciste qui repose sur la couleur de peau ou la couleur de peau comme marqueur de rejet. Et vous avez d'autres formes de racisme pour lesquelles le marqueur de rejet, c'est la culture, c'est l'origine ou c'est la religion. Donc c'est une forme d'essentialisation, donc on parle dans ce livre-là, et un certain nombre de collègues ont développé ce concept de racialisation religieuse. C'est-à-dire quand le processus d'altérisation repose sur le marqueur et l'appartenance présumée à telle ou telle religion. Donc déjà, l'opposition ne tient pas en tant que telle, il faut faire très attention par rapport à ça. Deuxièmement, la question qui se pose là, c'est comment est-ce qu'on est sûr que ça relève du religieux et pas du racial? Bon, ça, on peut le distinguer à travers des dispositifs d'enquête. Par exemple, si vous faites des enquêtes par testing sur le marché de l'emploi, comme ça a pu être mené pour analyser les discriminations religieuses, vous pouvez, sur deux curriculum vitae, sur deux profils de candidats, isoler la variable religieuse et tester les différences de taux de réponse ou de taux d'entretien, taux d'embauche, etc. Donc, c'est possible de le faire sur des dispositifs de recherche. Mais historiquement, notamment dans le contexte français, une France post-coloniale, une France qui a eu un passé, on a montré qu'on est passé du rejet du colonisé au rejet de l'immigré, au rejet du musulman, sans que les formes de rejet qui précèdent n'aient totalement disparu. Donc, c'est plutôt en termes d'articulation qu'il faut parvenir à penser les choses. En termes d'articulation, et c'est extrêmement important de l'articuler parce que selon la nationalité, selon l'origine, les formes de l'islamophobie, le contenu de l'islamophobie changera radicalement. Le discours va changer, la manière de cibler l'autre va changer. Si on prend, je ne sais pas moi, une femme française blanche convertie à l'islam et un homme arabe converti à l'islam,
c'est bien de prendre en compte dans une perspective très intersectionnelle le point de vue situé de chacun, parce que l'expérience qui va être celle de la femme française convertie et de l'homme arabe, perçu comme musulman ne sera pas du tout la même en termes d'expérience sociale, même de discours, même de regard, même de ce qui pourra être projeté sur l'autre. Oui. Donc, je pense qu'il est important d'articuler. Parfois, mais sociologiquement, il est possible d'isoler une variable par rapport à une autre, mais dans les faits, dans l'histoire, les choses s'articulent plus qu'elles ne s'opposent. D'autant que quand on parle de racialisation du religieux, on compare souvent l'islamophobie à l'antisémitisme. Donc la question que j'aimerais vous poser maintenant est de savoir ce que vous pensez de cette analogie. Et également de savoir pourquoi, alors que l'antisémitisme est le plus souvent abordé et analysé sur le temps très long de l'histoire, l'islamophobie reste toujours très ancrée dans un prisme très immédiat et toujours connectée, on va dire, enfin le plus souvent connectée aux conflits qui se déroulent au Moyen-Orient. Donc comment vous interprétez cette différence de traitement ? Il ne marche pas? Okay. Donc, je disais que la comparaison entre antisémitisme et islamophobie, c'était quelque chose qui faisait déjà partie du bouquin. On ne l'a pas beaucoup mis à jour, même si on cite un livre, celui de Reza Zia Ebrahimi, Islamophobie, Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, qui est paru aux éditions Amsterdam, qui est allé le plus loin, je pense, dans la tentative de comparaison des deux phénomènes historiques. Et il développe cette notion que je trouve vraiment très intéressante, qui est la notion de racialisation conspiratoire, qui serait la spécificité de l'antisémitisme, de l'islamophobie comme forme de racisme. Et il fait en plus une sorte de retour historique depuis les origines de l'antisémitisme et de l'islamophobie jusqu'à maintenant. Donc en fait, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est que la première forme de racisme moderne, puisque la modernité produit le racisme, qui produit la race, c'est ce qui s'est passé dans la péninsule ibérique à la fin du XVe siècle et avec la Reconquista espagnole et l'expulsion ou la conversion de force des Juifs et des musulmans. Donc c'est à ce moment-là qu'un racisme moderne apparaît dans le sens où le racisme, ça produit la race, c'est-à-dire une caractéristique permanente, héréditaire, qui se transmet de génération en génération et qui est le support sur lequel s'appuient des pratiques inégalitaires. Et là, en l'occurrence, que vous étiez juif ou musulman et que vous convertissiez au christianisme, vous étiez toujours considéré comme juif ou musulman. Donc c'est une tare liée à la théorie de la pureté du sang, donc la limpieza de sangre. Et donc on peut dater de cette période-là, du fin du 15e, le racisme moderne en tant que tel. Et donc de ce point de vue-là, l'islamophobie et l'antisémitisme ont une racine commune. Ce qu'on dit là, ce n'est pas nouveau. C'est ce que disait Edouard Saïd dans les années 80, en disant qu'il y avait une commune origine, la même source entre antisémitisme et islamophobie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut penser cette comparaison. Ensuite, aujourd'hui, pour la deuxième partie de ta question sur là, il y a une différence de légitimité de la lutte anti-islamophobie par rapport à la lutte contre l'antisémitisme, qui est liée à des raisons historiques propres à l'histoire de France. Voilà, il s'est passé la Shoah, il s'est passé le génocide des Juifs d'Europe et la conséquence que ça a eu en termes de, même si ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu quand même attendre les années 90 pour que l'État français reconnaisse sa propre responsabilité dans la participation au génocide des Juifs. Globalement, il y a eu aussi des mobilisations de la part d'associations juives et ou antiracistes pour qu'il y ait une mise à l'agenda politique de la lutte contre l'antisémitisme, et ce qui est très bien. Voilà. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place dans plein d'institutions, etc.
Donc, ce processus de légitimation de la cause antisémitisme, malheureusement, ne s'est pas fait dans une logique, j'allais dire, globale qui prend en compte toutes les formes de racisme. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation qui s'est produite historiquement. Il y a une hiérarchisation en termes de légitimité. Et certaines institutions qui sont censées lutter contre le racisme, elles-mêmes produisent cette forme de hiérarchie. Et de ce point de vue-là, ce que tu abordes là sur la question du conflit israélo-palestinien et l'impact que ça a eu sur les mouvements antiracistes, en fait, ce n'est pas nouveau, là encore, puisque dès les années 1970, quand vous regardez le mouvement des travailleurs arabes, qui luttait contre les crimes racistes, vous aviez aussi une tension autour du conflit israélo-palestinien. Vous prenez le cas de la marche pour l'égalité de 1983, sur laquelle j'ai travaillé, vous aviez aussi une tension très forte autour de le soutien éventuel du mouvement antiraciste vis-à-vis de la cause palestinienne. Et on retrouve encore aujourd'hui cette tension-là. Et donc là, il y a il y a un enjeu, et là, il me semble que, bon, c'est pas l'objet de notre livre, mais il y a quelque chose qui mérite d'être plus approfondi, c'est d'avoir une véritable connaissance, une véritable analyse de l'antisémitisme en France qui ne soit pas dans une logique d'essentialisation des personnes qui tiennent des discours antisémites. Et pour parler vite, pour dire que l'antisémitisme, ce serait uniquement un antisémitisme musulman, entre guillemets. Et c'est tout le discours de la nouvelle judéophobie qui a été fait par Pierre Natraguieff, etc., que finalement, la droite ne serait plus vraiment un danger par rapport à cet antisémitisme, et que l'antisémitisme serait uniquement porté par des personnes d'origine maghrébine, africaine, musulmane, etc. Donc, mais une forme d'essentialisation, comme si c'était quelque chose qui serait une caractéristique particulière. Et donc, c'est aussi ça qui a fait que il y a une tension entre lutte contre l'islamophobie et lutte contre l'antisémitisme. C'est que la lutte contre l'antisémitisme, à partir de début des années 2000, s'est construite contre la figure du musulman. Voilà, je pourrais parler longuement de ça, mais il me semble que c'est ça les enjeux qu'il y a en ce moment autour de ces deux formes de racisme et d'antiracisme. Merci beaucoup. Oui, cette question nous amène assez vite à nous intéresser au complot islamophobe, qui est donc une idée que vous explorez particulièrement dans cette nouvelle édition de votre livre. Alors, pour la salle, je vais juste en 2 mots expliquer ce que c'est le complot islamophobe. Vous résumez cette rhétorique complotiste dans votre livre en disant il existerait donc dans la tête des comploteurs, il existerait donc des comploteurs identifiables, bien qu'occultes, qui ourdissent un complot dans le but de dominer, si ce n'est d'anéantir une nation, la civilisation occidentale, la chrétienté, en vue d'islamiser la société avec l'aide de complices. Et donc, c'est bien ce complot islamophobe que vous essayez d'analyser ici dans votre ouvrage. Et la question que j'aimerais vous poser sur ce complot et en fait pourquoi cette forme de complotisme n'est pas du tout analysée par les sciences sociales, alors même qu'on a de plus en plus de travaux sociologiques qui s'intéressent au complotisme, au point même d'en faire une discipline à part entière. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est vrai qu'on insiste dessus dans la nouvelle version, mais il y avait quelque chose de latent et de plus ancien. On parle notamment de la question de l'idéologie du grand remplacement. Cette idéologie du grand remplacement qui est portée par l'extrême droite, qui a été popularisée par Renaud Camus, mais l'idée même de grand remplacement, elle précède depuis très très longtemps, elle est présente bien avant Renaud Camus. L'idéologie du grand remplacement, c'est de dire au fond qu'il y a une immigration qui vient du Sud, notamment des pays d'Afrique, rattachés à des sociétés musulmanes, qui utilisent la fécondité, c'est-à-dire un niveau de fécondité, c'est-à-dire la démographie, et
pour se multiplier et pour conquérir sans bruit les sociétés occidentales, notamment la société européenne, la société française. Tout ceci s'effectue avec l'aide d'une partie des élites dites libérales. Alors, selon les versions de la théorie du remplacement, on a une version très antisémite qui considère que les élites juives contribuent à ce grand remplacement et elles en tirent un intérêt. Et puis, on a d'autres versions qui sont moins frontalement antisémites, qui visent plus généralement les élites libérales, sociodémocrates, etc. C'est ce qui justifie aussi quelque part que Breivik, par exemple, aille assassiner plein de jeunes sociodémocrates pendant leur université d'été. C'est qu'il les considère comme responsables, comme complices de ce grand remplacement. Et à ce titre-là, il mérite sanction. Bon. Je referme cette parenthèse-là. Et c'est une théorie, c'est une idéologie qu'on retrouve dans différents continents et qui est justifiée qui est utilisée pour justifier plein de tueries de masse aux États-Unis, au Québec et également dans le contexte européen. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Parce que pour certains, c'est juste une théorie idéologique, c'est que des idées. Pour d'autres, ça sert de base à un manifeste qui est prélude à la prise des armes et à l'assassinat de victimes innocentes dans les supermarchés, qu'elles soient musulmanes ou pas, dans une mosquée comme au Québec ou autre. Alors, cette idée de complotisme est présente, mais c'est vrai qu'on l'a surtout associée à l'extrême droite. Voilà, à travers la question du grand remplacement. Cette idée de complotisme, il me semble, elle est devenue et elle en passe de devenir totalement hégémonique. Elle s'est totalement normalisée, en fait. Si vous regardez bien, si vous suivez bien le débat public, en fait, toute forme d'islamité, un foulard à décathlon, un kebab halal, un artiste d'origine musulmane qui est humoriste, même s'il a un lien très distancié à l'islam, une militante afroféministe qui assume son islamité, une chanteuse qui reprend Léonard Cohen en portant un petit... Non, mais c'est-à-dire si on prend la diversité, ça peut être des militants à l'échelle locale qui sont dans l'éducation populaire, mais qui sont musulmans. C'est une revendication d'avoir des repas halal dans une fête de quartier, etc. Donc, des faits totalement éloignés les uns des autres, dont on se moque de la logique propre et qu'on associe, et ces mots sont importants, qu'on associe à une offensive islamiste, comme si derrière toutes ces marques d'islamité assumées plus ou moins lointaines, il y avait une arrière-scène masculine, islamiste, barbue qui était à la manœuvre. Et ça, c'est pas négligeable parce que ça s'est imposé comme une forme de doxa. Donc, regardez les commentaires, les réactions. Twitter, c'est un bon endroit pour observer ces formes d'hystérisation, etc. On a là une vision du monde et une interprétation des marques, des formes et des affirmations d'islamité, parce que c'est de ça dont il s'agit, des interprétations de ces marques d'islamité qui sont politisées et rattachées à un projet islamiste. Ça alimente quoi et ça repose sur quoi? Sur une vraie logique de suspicion. Une logique de suspicion qu'on retrouve dans le fonctionnement des corps d'État. Je vous rappelle par exemple, après les attentats de la préfecture de police de Paris, vous savez, cet agent des services informatiques, des services des renseignements territoriaux de la préfecture de police de Paris, converti à l'islam, vraisemblablement très radicalisé et qui a assassiné plusieurs de ses collègues. Au cœur de l'État, dans l'État, c'est-à-dire la préfecture de police de Paris. Donc c'est une humiliation et derrière, on a eu des discours extrêmement importants et notamment celui de Christophe Castaner qui parlait des signes de radicalisation et qui rattachait ça à la question de l'islamisme et qui parlait de quoi? Le fait de porter la barbe, de ne pas serrer la main, de se mettre à jeûner ou d'avoir une pratique plus intensive pendant le ramadan. Le ramadan, par définition, pour ceux qui connaissent à minima les communautés musulmanes, c'est le moment de la pratique un peu plus intensive. C'est risible comme ça, mais imaginez-vous que pour des personnes qui ont le sens de l'État, le sens de la République, qui écoutent un ministre avancer ce type d'arguments, les personnes ne sont pas tous familières des communautés musulmanes. Pour certaines personnes, ça suffit, on prend ça au sérieux. Et tout ça a des effets derrière.
sur la manière dont on va interpréter les manières de faire, les comportements, les attitudes de musulmans et de musulmanes présumés, adultes, comme enfants. Comme enfants. C'est ça qui est intéressant. Pardon. On a eu beaucoup de cas d'enfants signalés parce qu'ils avaient manifesté une identité, une opposition à un cours, etc. Et tout ça est interprété comme le signe qu'un enfant baigne dans un environnement idéologique qui n'est pas adéquat, et ça justifie le lancement d'enquêtes en protection de l'enfant, d'enquêtes administratives, de convocations, voire de fichage. Tout ça a des effets sur la vie des personnes dont on parle. Donc la question, ce n'est pas de dire est-ce qu'il existe de l'islamisme ou pas. Il y a des mouvements islamistes en France, il y en a qui se revendiquent et qui sont rattachés historiquement au mouvement des frères musulmans, l'ex-UOIF par exemple. Il y a des personnes qui développent des discours de politisation. Je veux dire, ils s'en cachent pas, ils sont extrêmement bien identifiés. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de la société des communautés musulmanes dans leur diversité. On parle des musulmans du quotidien, les musulmans lambda, qui sont à la fois attachés à leur citoyenneté, mais également à leur islamité. Et cet attachement à l'islamité, le fait de l'affirmer, devient en tant que tel, mais c'est pareil pour la lutte contre l'islamophobie, tous les militants de la lutte contre l'islamophobie sont considérés, voire certains sont fichés comme étant des islamistes et des dangers en puissance. C'est ça qui s'est, à mon avis, banalisé, généralisé, et qui laisse une partie de l'opposition de gauche ou des mouvements antiracistes qui les tétanisent, qui les laissent dans une espèce d'état de sidération parce qu'ils sont accusés d'être les complices et parce qu'ils ont du mal à argumenter. Mais on a tous les éléments, tous les éléments caractéristiques de théorie conspirationniste. On a tous les éléments, à la fois la désignation de l'ennemi, la définition de son objectif politique et certaines manifestations occultes. Et ce qui est fort, en fait, et ce qui est extrêmement dangereux, il suffit d'énoncer l'islamisme pour qu'il soit. Non, mais c'est ça la puissance. Parce que ça repose non pas sur l'avancée de preuves matérielles ou le fait de matérialiser son accusation, c'est-à-dire de dire, bon voilà, on a un projet, on a une organisation, voilà leur projet, bon, ok. Non, il suffit d'accuser quelqu'un d'islamisme pour qu'il le soit. Il suffit suspecter de quelqu'un d'islamisme pour qu'il soit considéré comme tel derrière. Et là, on a un basculement qui est extrêmement dangereux, il me semble, d'un point de vue démocratique et d'un point de vue de l'état de droit, qui s'est traduit par des mesures administratives extrêmement arbitraires que documente, par exemple, l'Observatoire des libertés associatives, qui suit un certain nombre de dossiers en rentrant dans le détail. Et je vous invite vraiment à aller voir leur rapport. Il est en ligne pour voir les cas concrets de mobilisation de la loi séparatisme ou d'autres mesures administratives visant des islamistes présumés. Donc il est là, à mon avis, le conspirationnisme, enfin en tout cas ce conspirationnisme, et c'est complètement banalisé. Et je veux dire, moi, en termes d'argumentaire, au lieu que les gens se défendent de ne pas être islamistes ou de ne pas être complices, il faudrait qu'ils demandent des comptes à des gens qui sont complètement ancrés dans une théorie conspirationniste. Il faut inverser l'accusation un petit peu. Je vous propose maintenant de nous intéresser de près à la thèse de votre livre, qui est celle de la construction du problème musulman. Alors, le complot islamophobe est sans doute la manifestation la plus visible, enfin la plus explicite de ce problème. Il s'agit à présent de voir comment l'islamophobie est devenue progressivement une idéologie dominante. Donc un concept que vous empruntez à Bourdieu pour souligner la manière dont cette idéologie favorise le dépassement des clivages et permet la construction d'alliances entre les différentes fractions des classes dominantes. Donc on revient maintenant aux années 80, à la naissance de cette nouvelle islamophobie, et vous montrez à rebours de la thèse selon laquelle c'est la montée du FN qui aurait favorisé ces discours islamophobes, que en fait, c'est l'obsolescence du modèle social de la gauche du gouvernement qui a contribué à la naissance de cette nouvelle islamophobie. Donc en quoi, selon vous, la naissance de cette islamophobie est révélatrice d'une remise en cause du clivage capitalisme-anticapitalisme? Waouh, grosse question. Et 3 minutes. Ouais. Donc, c'est vrai que l'idée d'idéologie dominante,
On l'a repris à Bourdieu et Boltanski, qui étudiaient certains espaces sociaux, comme le Commissariat général au plan, comme Sciences Po, etc., qui jouent le rôle de ce qu'ils appellent des lieux neutres, c'est-à-dire des espaces où les élites se rencontrent et permet ce qu'ils appellent une universalisation des points de vue et de créer une conscience de classe, conscience qui est celle des classes dominantes. Et donc, nous, on a repris cette idée-là pour parler d'islamophobie. Et le moment de basculement, le premier moment de basculement, ça a été du début des années 1980. Et les fameuses grèves ouvrières qui ont eu lieu entre 1981 et 1984, qui étaient portées essentiellement par les travailleurs immigrés, et qui portait sur des revendications classiques du mouvement ouvrier, amélioration des conditions de travail, plus de liberté dans les usines, contre les licenciements, etc., etc. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, puisque c'était un gouvernement socialiste qui avait été élu en 1981. Et le gouvernement socialiste, qui était dirigé par Pierre Mauroy, à partir de 1983, a lâché la classe ouvrière. Il a adopté le tournant de la rigueur, c'est-à-dire qu'il a lâché les rênes budgétaires pour pouvoir mener une politique sociale qui aille dans le sens des intérêts des classes populaires. Et c'est au même moment où il y a cette intériorisation d'une logique néolibérale par le gouvernement socialiste qu'il y a une disqualification d'ouvriers qui sont en lutte, qui mènent des grèves, qui mènent des occupations. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est dès lors que le clivage de classe n'est plus porté par ce gouvernement-là, il a mis en avant un autre clivage qui est un clivage à l'articulation du racial et du religieux. Puisque, à l'époque, le gouvernement avait dit que ces grèves étaient des grèves chiites. Parce que, voilà, 1979, il y avait eu la révolution iranienne. Ces grèves ne faisaient pas partie des réalités françaises, etc., etc. Et donc, c'était une manière de disqualifier un mouvement de grève qui était inédite, parce qu'auparavant, inédite après la période coloniale. Et pour nous, c'est le moment vraiment de cristallisation de ce revirement. Et à partir de ce moment-là, dès lors que l'immigration en France n'est plus considérée comme légitime, parce qu'elle est liée au travail et qu'il y a une montée du chômage, etc., ce que j'appelle la légitimité présentielle, vu que leur légitimité présentielle est de moins en moins forte, eh bien, les motifs pour pouvoir s'en débarrasser sont devenus centraux au sein même de la gauche. Et donc, dès lors qu'il n'y avait pas de distinction entre Parti socialiste et la droite en termes de politique économique, parce qu'il y a eu un rapprochement qui s'est fait graduellement, mais un rapprochement qui s'est fait. Voilà, et quand on voit ce qui s'est passé avec la loi El Khomri, etc., donc il y a une indistinction qui s'est faite en termes de droite et gauche. Ce qui a permis de faire la distinction au départ entre droite et gauche, c'était la question de l'immigration. Donc, les gens qui étaient plus durs par rapport à l'immigration, qui étaient plus humains, etc. Mais même là, il y a eu une évolution de la gauche qui va aller dans le sens d'une politique de plus en plus dure. Et donc, c'est là que la question de l'islam est devenue un autre enjeu dans les logiques de distinction entre droite et gauche, et même au sein même de la droite. Parce que vous vous souvenez sûrement des campagnes qui avaient eu lieu au sein du parti de droite, donc à l'époque c'était l'UMP, où Alain Juppé avait été affublé de Ali Juppé parce qu'il avait des relations cordiales avec la communauté musulmane de Bordeaux. Voilà, tel autre l'accusation qu'évoquait Marouane de lien avec des mouvements musulmans et ou islamistes est devenue une logique de disqualification. Donc voilà, c'est à travers ce processus-là qui s'est fait sur les décennies que l'islamophobie est devenue une idéologie dominante dans une bonne partie de la droite, qui est devenue extrême droite, parce qu'aujourd'hui, voilà, Éric Ciotti a été élu le président, c'est le président des Républicains.
Et quand vous regardez le contenu de ce que dit Ciotti par rapport à ce que dit l'extrême droite, ben, on ne voit pas une grosse différence. Donc aujourd'hui, on a deux grands partis d'extrême droite et on a aussi un parti autour de Macron qui avait un discours un peu différent au début et puis ensuite qui a adopté lui aussi des logiques islamophobes. Donc on a trois partis qui développent des discours et des pratiques ouvertement islamophobes. Donc voilà. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une logique d'hégémonie. Mais ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas quelque chose qui serait consubstantiel à la société française, que ce serait un truc. On n'est pas dans une logique essentialiste. On essaie de montrer que c'est le résultat de processus sociaux et d'interaction. Voilà. Donc, Merci. Et donc, après cette articulation entre immigration et construction du problème musulman, on voit aussi que l'année 89 va inaugurer une nouvelle articulation qui est celle entre islam et laïcité. Donc, en quoi, selon vous, la laïcité va progressivement devenir une pièce maîtresse dans la construction de ce problème musulman, au point même de devenir un domaine d'action publique à part entière, on va dire? Ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que, et là, en fait, on ne s'est pas trop trompé, hein, malheureusement, dans la manière dont les choses sont passées par la suite, c'est qu'il faut faire une distinction entre laïcité et néo-laïcité. Laïcité, si on prend une définition assez sommaire qui est liée à la loi de 1905, séparation des églises et de l'État, ça correspond à l'idée de séparation des églises, donc c'est-à-dire que les églises n'interviennent pas dans le fonctionnement de l'État, que l'État n'intervient pas dans le fonctionnement des églises, des religions en général. Premier principe. Le principe de la liberté de conscience, donc le droit de croire et de ne pas croire, et que l'État n'a pas à s'immiscer dans ce domaine de la vie privée. Et le troisième principe, la liberté de culte, donc la liberté d'exercer son culte en privé, mais aussi en public. Donc l'État laïque garantit les processions religieuses catholiques, protestantes, le pèlerinage à Lourdes, c'est aussi dans l'espace public et c'est garanti par l'État. Donc si on prend ces trois principes, est-ce qu'ils sont toujours appliqués pour l'islam en France? Pour ce qui est du premier principe, de non-intrusion de l'État dans le fonctionnement d'un culte, on peut observer que l'État est intervenu, surtout à partir de 2003, de manière très offensive, dans la manière dont les musulmans sont censés s'organiser. Donc ce principe-là, du point de vue de la loi de 1905, il est remis en cause. La liberté de conscience. Cette liberté de conscience, le droit de ne pas croire, bon, on n'est pas encore là. Donc elle est encore garantie par le régime de la néo-laïcité. Et c'est la question de la liberté de culte, où là, on a des atteintes à ce principe-là en raison de l'impossibilité pour des femmes musulmanes qui portent le hijab de le porter dans certains espaces sociaux, sans parler des conditions d'exercice du culte du point de vue des mosquées, le fait de l'impossibilité d'avoir des carrés musulmans, etc. Donc, on a quand même deux principes centraux dans la définition de la laïcité qui sont remis en cause par la néo-laïcité. Et le fait d'utiliser néo-laïcité, c'est important parce que c'est le discours des acteurs de l'époque. Donc, c'est en 2003 que François Barouin avait écrit un rapport juste avant la commission Stasi qui a débouché sur la loi du 15 mars 2004 prohibant les signes religieux à l'école publique. Il dit explicitement, Barouin, il dit il faut qu'on invente une nouvelle laïcité. Donc, s'il dit nouvelle, c'est parce qu'il a bien conscience que l'ancienne n'est pas celle qu'il souhaite. Et quand vous regardez son rapport, il dit explicitement que, quitte à ce que ça aille dans le sens contraire des droits de l'homme. Donc, on est passé d'une laïcité classique, on va dire, à une laïcité qu'on appelle disciplinaire, c'est-à-dire une néo-laïcité qui envisage l'islamité comme un problème en soi et qu'il faut discipliner. Et un bon exemple de ce passage de la laïcité classique à la néo-laïcité, c'est le discours sur l'islam de la part du Haut Conseil à l'intégration, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait été créé après 1989, après la première affaire du voile, et qui a été dissous en 2012, et qui a été remplacé par l'Observatoire de la laïcité. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on est passé du problème de l'immigration. Donc, en gros, c'est l'État qui est censé
garantir, ou plutôt de créer les conditions de l'intégration des immigrés, c'était ça le début du HCI, à une inversion en disant que si les immigrés et leurs enfants ne sont pas intégrés, c'est que c'est de leur faute, qu'ils ne font pas suffisamment d'efforts d'intégration. Donc il y a eu le registre culturel et puis après il y a eu le registre religieux. Et donc c'est ce basculement du problème immigré au problème musulman qu'on peut observer en analysant les textes du HCI, qu'on peut pister. Et donc dès lors que il y a un problème avec l'islam en soi, il fallait redéfinir la norme laïque. Et c'est ça qu'on essaie de dire, c'est que la néo-laïcité est venue donner une justification qu'elle n'avait pas auparavant de la manière de discipliner les corps et les esprits présumés musulmans. Oui, ce que vous montrez aussi très bien dans le livre, c'est comment cette laïcité, finalement, elle passe du public au privé et jusqu'à la sphère de l'entreprise. Mais on n'a pas le temps d'aborder tous ces points, malheureusement. J'aimerais bien qu'on revienne quelques secondes sur le complot islamophobe. Vous dites quelque part dans l'ouvrage que l'État valide l'existence de ce complot. Donc, ça m'amène naturellement à vous poser la question de l'islamophobie d'État. Certains chercheurs préfèrent parler d'islamophobie dans l'État ou encore de l'islamophobie de l'État. Enfin, voilà. Comment vous situez-vous par rapport à cette question ? Je ne sais pas si on sera d'accord avec Abdellah. Je ne sais pas. On a eu un début de discussion, mais je ne suis pas sûr qu'on ait été jusqu'à la fin. Moi, j'ai de manière générale beaucoup de mal avec les catégories un peu mastodontes comme ça, qui écrasent un petit peu le réel, qui écrasent la nuance, et donc de dénoncer la question de l'islamophobie comme islamophobie d'État, c'est de considérer que l'islamophobie est une politique en soi, un objectif en soi, qui mobilise l'ensemble des corps d'État avec pour objectif de s'en prendre à l'ensemble d'une communauté. Je sais que à la fois dans les milieux plus politisés et quelques personnes dans le milieu universitaire pourraient considérer que c'est le cas actuellement, après la loi séparatisme, après les conséquences des dispositifs antiterroristes, les dispositifs d'exception, etc. Je pense pas que... Mais par contre, si on compare ce qu'a pu être un racisme d'État à d'autres moments de l'histoire ou dans d'autres lieux, ça nous invite à beaucoup plus de modération, en fait. À beaucoup plus de modération, à beaucoup plus de pondération dans la manière dont on utilise ce type d'expression. Donc moi, je n'utilise pas l'expression islamophobie d'État en tant que telle, parce qu'elle me semble pas... elle me semble pas précise pour penser et observer ce qui se passe. Par contre, est-ce qu'il y a dans un certain nombre de dispositifs d'État, de pratiques administratives, des dimensions ciblées, discriminatoires et indéterminées? Oui. Oui. Il y a des politiques publiques et il y a des mises en œuvre de politiques publiques qui relèvent de formes de punition collective, qui relèvent de stratégies d'arbitraire, d'une forme d'arbitraire, mais qui est très sélectif. Il y a dans le fonctionnement de l'État une dimension discriminatoire que je vais préciser, c'est-à-dire le fait que l'État s'autorise avec les populations musulmanes, les organisations musulmanes, ce qu'il ne s'autorise pas avec d'autres cultes. Et ça, on peut le documenter, que ce soit ce dont parlait Abdelali tout à l'heure, dans la liberté d'organisation, la liberté de culte, dans le fonctionnement des institutions religieuses, dans la répression, voire des fermetures d'établissements pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui a avancé au départ d'ailleurs, en mobilisant le droit d'urbanisme ou des questions d'hygiène pour fermer des établissements, le fait je sais pas moi, de punir l'ensemble d'une communauté pour des posts qui ont été des posts Facebook ou par rapport au comportement d'un ou des responsables associatifs. Imaginons, on adopte la même méthode pour d'autres religions lorsque, je sais pas, je prends l'exemple de prêtres sont condamnés pour des faits de pédophilie, on sait que c'est un phénomène massif. Est-ce qu'on a puni l'ensemble de la communauté religieuse une fois que des faits de viol, d'agression sexuelle ou de pédophilie avérés ont été
mis en lumière et voire jugé et définitivement jugé. Donc là, oui, il y a un certain nombre de problèmes et ce qui permet peut-être d'avoir plus de nuances sur quel type de politique publique est concerné, quel type d'administration est concerné et comment se passent surtout les rapports de force au sein de ces administrations. Et ça, une catégorie comme islamophobie d'État écrase ces désaccords, ces rapports de force, ces nuages, ces clivages et ces polarités qu'on peut avoir au sein même des administrations ou des politiques publiques. Donc voilà ma position par rapport à ça. A priori, Abdelali est d'accord avec toi ce soir. Au risque de nous décevoir. Au risque de vous décevoir, je suis d'accord. Parce que la notion, je sais que c'est une notion telle qu'elle est utilisée par le monde militant pour dénoncer des pratiques étatiques qui relèvent de logique islamophobe. Et donc, en termes de mobilisation militante, ça peut se comprendre. Voilà, on veut essayer de créer une mobilisation, etc. Mais d'un point de vue de sciences sociales, c'est surtout quand on fait une comparaison entre période coloniale et période postcoloniale, le terme d'État, il a ce côté écrasant. Voilà, alors que l'État, c'est un espace pluriel. C'est un espace où il y a des institutions qui n'ont pas forcément les mêmes logiques. Et il se trouve que les militants qui luttent contre l'islamophobie ou qui luttaient, maintenant il faut parler au passé en partie, s'appuyaient ou s'appuient sur certains espaces au sein même de l'État pour pouvoir faire avancer la cause. Donc, et notamment la question judiciaire. L'arène judiciaire est un espace où on peut faire avancer la cause antiraciste de manière générale, et ça fait partie de l'État. Donc voilà. Après, on est dans un débat un peu théorique qui, comment dire, n'est pas, comment dire. Vous savez, vous êtes là, on est filmé. Les débats qu'on a autour du bouquin, ça n'ont pas lieu dans une tour d'ivoire. Et aujourd'hui, le fait de dénoncer l'islamophobie d'État, c'est considéré comme une provocation à la haine raciale. C'est la jurisprudence du Conseil d'État. Et donc là, pour le coup, c'est d'État. Donc le débat qu'on peut avoir, il n'est pas uniquement théorique, parce qu'il a des enjeux pratiques. Il a des enjeux où les logiques de censure qui se produisent sur le discours sur l'islamophobie produit des effets aussi sur ce que peuvent dire les militants et sur leur analyse, etc. Mais je pense que il est plus intéressant, même d'un point de vue militant, d'un point de vue politique, d'avoir des outils d'analyse qui sont au plus près de la réalité. Voilà, c'est un peu ça, je pense, la conclusion que je peux avoir de cette discussion. Oui, je vous prie de m'excuser. En fait, je n'avais pas mesuré les conséquences que pouvait avoir une telle question. Donc voilà, je m'en excuse, mais... Pardon, Léla. Mais je veux dire, toute question est légitime. Mais je pense vraiment, je pense qu'Abdelali pareil, on pense vraiment ce qu'il dit. Il a à juste titre que, en fait, même si on ne pensait pas ce qu'on disait, ce serait extrêmement compliqué de le verbaliser. Parce qu'il y a cette jurisprudence du Conseil d'État qui restreint l'espace des libertés. Mais pour le coup, moi, je pense vraiment ce que je dis sur ce point-là, et pour rejoindre ce que dit Abdelali, à utiliser des catégories trop vagues, trop floues, même si elles sont clinquantes d'un point de vue militant, on s'empêche d'agir efficacement. Même en termes de débouchés politiques, d'organisation, on s'empêche d'agir efficacement. Excuse-moi. Non, tout à fait. Et j'imagine aussi que tous les chercheurs ne sont pas égaux, c'est-à-dire en termes de liberté de parole sur ces questions. Donc voilà. On va terminer, nous pencher maintenant sur la question de la comparaison internationale et essayer de voir, de comparer la France avec d'autres contextes occidentaux où les musulmans vivent aussi en situation minoritaire. Vous montrez dans votre ouvrage que c'est le rapport Runnymede, publié en 84 en Angleterre, donc Runnymede qui est une 94, pardon. Donc qui est un groupe de réflexion donc sur l'égalité raciale en Angleterre, qui a contribué à propulser ce terme d'islamophobie.
En quoi cette généalogie anglo-saxonne, son exportation et sa diffusion en France, nourrit-elle, on va dire, chez les détracteurs de l'islamophobie, l'idée selon laquelle ces paradigmes racialistes seraient en fait des discours militants? Discours militants parce que venus de l'étranger, enfin. Ouais. Une des choses qui apparaît dans notre bouquin, et on n'est pas les premiers à l'avoir dit, c'est que le terme islamophobie, il a été inventé en France. Donc, il n'y a pas d'importation de ce point de vue-là. Et c'est vrai pour islamophobie, c'est vrai pour plein d'autres concepts. Et moi, je suis toujours très étonné de cet argument qui consiste à dire qu'on ne peut pas utiliser un concept dès lors qu'il a été produit dans un autre pays. Parce que la circulation internationale des idées, c'est quand même au fondement de beaucoup de choses, que ce soit pour les idées d'émancipation, d'égalité, liberté, etc., mais aussi pour les idées réactionnaires. Parce que les réactionnaires aussi importent des concepts. Aujourd'hui, le concept de woke, par exemple, de wokisme, s'il y a bien un truc américain, c'est bien ça. Et c'est repris par l'extrême droite médiatique et même universitaire pour, là encore, cibler dans la logique complotiste telle ou telle personne, etc. Donc, bon, je n'ai même pas envie de répondre à ces arguments d'importation, parce que la circulation internationale des idées, ça a toujours été là, et ça va toujours être comme ça. Donc, voilà. D'autant que l'argument est réversible parce que on peut, si on s'intéresse au processus de racialisation des musulmans aux États-Unis, on peut aussi dire que les Américains se sont largement basés sur l'orientalisme venu d'Europe. Enfin, alors, une autre question, celle peut-être de la spécificité de l'islamophobie en France, parce que certains parlent d'une exception française de l'islamophobie qui revient souvent dans les débats publics, y compris scientifiques. Donc, voilà, est-ce que dans une comparaison entre les États-Unis, l'Angleterre, d'autres pays européens, vous considérez que la France est en effet au premier rang des pays islamophobes? Certains disent même que Paris serait presque prête à exporter son modèle d'islamophobie ailleurs en Europe. Voilà, que pensez-vous de ces lectures? La comparaison, elle est compliquée parce que chaque société a sa propre historicité, a ses propres rapports avec les communautés musulmanes, et les communautés musulmanes en elles-mêmes n'ont pas forcément les mêmes positions sociales. Vous prenez par exemple la majorité des musulmans aux États-Unis. Donc il y a une composante arabe immigrée, et puis il y a une composante africaine-américaine. Autant la composante africaine-américaine a été criminalisée assez rapidement avec voilà, toute la répression qui s'est abattue contre eux, autant les communautés arabes, musulmanes, ou même pas que arabes d'ailleurs, aussi indiennes, indonésiennes, etc., une bonne partie d'entre elles faisaient partie des élites. Ils font encore partie des élites. Et le lien entre musulmans et classe populaire est moins puissant aux États-Unis qu'il l'est en France ou en Grande-Bretagne. Donc la comparaison avec la France, je pense, c'est surtout avec la Grande-Bretagne. Et de ce point de vue-là, la Grande-Bretagne a comment dire, il y a les deux tendances qu'on a évoquées tout à l'heure, des logiques de déni et des logiques de reconnaissance, on les retrouve aussi. Donc je ne suis pas en train de dire que l'idée de hiérarchie, de palmarès, je trouve que ce n'est pas une idée intéressante parce qu'il n'y a pas à faire ça, quoi. C'est pas notre rôle. Mais si on prend les logiques de reconnaissance, tu avais évoqué le rapport Runnymede Trust de 1994, ensuite celui de 1997. Et ce n'est pas n'importe quoi, c'est parce que c'est un think tank d'État et qui a porté vraiment un discours qui a consisté à considérer que l'islamophobie est une forme de racisme à part entière et qu'il faut lutter contre cette forme de racisme, comme on lutte contre l'antisémitisme. Et donc, dans les élites, la grande majorité des élites britanniques, même au sein une partie des conservateurs, le fait de lutter contre l'islamophobie, ce n'est pas quelque chose qui va être considéré comme une provocation à la haine raciale. Et un bon exemple, c'est la collaboration étroite entre une organisation qui s'appelle Telmama, qui est un peu l'équivalent du CCIF, et de la police de Londres. Ils bossent ensemble. Donc il y a une collaboration pour récupérer les plaintes, etc., etc. Donc il y a des formes de reconnaissance comme ça qui sont particulièrement contrastées par rapport à la situation française, où
Où là c'est l'inverse, c'est la dissolution d'organisation. Voilà. Donc voilà, en termes de comparaison, je pense que c'est quand même quelque chose qui est différent. Il me semble que ça renvoie en partie à la manière dont les élites britanniques se constituent, où une composante musulmane affichée est moins constituée comme un problème que ce n'est l'est en France. Parce qu'en France, faire partie des élites et se dire musulman, c'est être de fait exclu d'un espace social. Voilà. C'est lié à l'histoire coloniale, c'est lié à l'histoire assimilationniste aussi, française, et par opposition à un autre modèle qui est celui de la Grande-Bretagne. Mais en même temps, en Grande-Bretagne, il y a aussi des logiques du complot. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle Prevent, qui a été mis en place dans les universités britanniques, où on demandait à des étudiants, les professeurs administratifs de cibler avec des indices de radicalisation, etc. Donc, la réalité britannique est aussi complexe. On ne peut pas dire d'un côté, il y a un haut niveau français et puis d'autre côté britannique, le niveau serait plus bas. Donc, à mon avis, le débat, c'est moins une question de niveau, mais c'est une question d'articulation entre les deux logiques de déni et de reconnaissance. Voilà. Et là, du côté britannique, les logiques de reconnaissance me semblent être plus fortes que les logiques de déni. Je rajouterais deux choses. La première, peut-être, c'est la trajectoire des rapports entre État et religion dans le contexte français. On n'a pas les mêmes histoires. C'est-à-dire que la place qu'a occupée la religion, la Révolution française, la place qu'a prise la libre pensée. Il faut savoir que la loi du 9 décembre 1905, la loi de séparation, c'est le produit d'un rapport de force et d'une bataille politique qui a duré des décennies, qui n'était pas finie après le vote de la loi. Ce rapport de force, ces rapports de pouvoir entre l'Église catholique et l'État a continué à perdurer. Et l'État moderne en France a dû se construire aussi contre le pouvoir, un pouvoir religieux. Les trajectoires politiques des institutions en Grande-Bretagne, voire même aux États-Unis, n'est pas la même. Et donc, il y a un rapport au religieux, indépendamment de la question de l'islam, il y a un rapport au religieux qui est historiquement très compliqué, qui fait que la pratique ou la visibilité religieuse, elle a quelque chose d'un peu inintelligible pour une partie des citoyens aujourd'hui en France. Et le XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, a été un siècle de sécularisation, c'est-à-dire de réduction à la fois de la visibilité et des normativités religieuses. Et donc, beaucoup de personnes pensaient que c'était derrière nous cette question-là. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un des points qui est important. Le deuxième sur lequel je voulais insister, et c'est la continuité, c'est la légitimité de la visibilité religieuse, la place du religieux dans chacune des sociétés. Le rapport n'est pas le même, le rapport à la liberté religieuse. Aucun des pays dont on parle ne s'autoriserait l'interventionnisme de l'État français dans la gestion du cultuel, y compris dans son niveau le plus quotidien. Aujourd'hui, dans les préfectures, ça va très loin. Ça choisit les dirigeants, ça choisit les imams. Les vrais recteurs de beaucoup de mosquées, aujourd'hui, c'est les préfets. C'est juste pas possible au nom de la loi de séparation. Donc l'État français se permet des choses avec les communautés musulmanes qui ne se permet pas, je le répète, avec d'autres communautés et que ne se permettent pas d'autres États dans d'autres pays. Voilà. Et donc là, la question du principe de séparation du point de vue de l'État, c'est-à-dire que la question de la séparation, de la neutralité, on la pose toujours du côté des pratiquants et des citoyens. On se la pose très rarement du point de vue de l'État. Et l'État en est où du principe de neutralité et du principe de séparation? L'État en est où de son rapport à ses propres principes? C'est ça pour moi une autre manière de poser le sujet aujourd'hui. Merci. On va peut-être laisser maintenant la place aux questions dans la salle. On a également sur Zoom peut-être des gens qui souhaitent poser des questions par écrit. Hein, si ceux qui sont sur Zoom, il faut absolument poser les questions par écrit. On va vous passer la parole tout de suite, monsieur. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Comme ça, on prend un panier de questions. Voilà. Oui, bien. Justement, pour tenir phrase, hein, que la sécularisation de l'Europe, ils ont bénéficié des Lumières, des philosophes athées, hein, et qui ont secoué la religion. Ça n'a pas été chez nous, d'accord? Chez nous, chez les musulmans. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant,
l'islam est dans son état primitif et fanatique. Hein? On ne peut pas dire qu'on est athée dans les pays musulmans. On dit qu'on est, au mieux, on peut dire qu'on est laïque. D'accord? La guerre de 6 jours, la catastrophe de 6 jours a été déclenchée par un article athéiste. D'accord? Donc, nous subissons le problème de l'islam. D'accord? Et il me semble que vous ne mettez pas en question la religion en soi. C'est toujours un tabou, parce qu'on ne peut pas toucher. D'accord? Mais il est temps d'en parler et de nuancer un peu. Vous dites qu'on est toujours à cause, c'est le racisme. Mais si je compare, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de racisme, d'accord? Mais la France est moins raciste que dans d'autres. Regardons par exemple les réfugiés syriens au Liban, dans les pays arabes. Mon frère, par exemple, a dû payer un taxe de séjour en Arabie Saoudite. Et si les réfugiés syriens sont accueillis, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment racistes. Donc, nuançons, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'était passionnant. Pas très réjouissant, mais passionnant. Moi, j'ai une question, je travaille plutôt sur le monde arabe, on se connaît un peu, et je me demandais comment vous voyez-vous de France ce qui me semble être en fait un contexte qui n'est pas limité à la France et qui implique aussi en partie les pays arabes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le contexte de post-printemps arabe et de ce qu'on appelle la contre-révolution dans le monde arabe, on a toute une rhétorique produite par un certain nombre d'États arabes qui me semble avoir un impact en fait sur nos dynamiques ici. Ce que je veux dire par là, c'est que les régimes autoritaires du monde arabe après l'échec des printemps ou en tout cas le retour de bâton, on va dire autoritaire, ont eu tout intérêt pour criminaliser leurs propres oppositions qui sont islamistes, utiliser toute une rhétorique qui, par certains côtés, même si c'est un contexte très différent évidemment, rejoint la rhétorique islamophobe telle qu'on la trouve ici. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'une et l'autre se nourrissent. Elles se nourrissent très concrètement dans le discours, mais aussi par des actions très concrètes. On sait que c'est l'Arabie Saoudite ou les Émirats qui ont joué un rôle important dans le soutien à la candidature de Trump aux États-Unis. On sait que quand Marine Le Pen ne trouve plus d'argent pour son parti, c'est une banque émirienne qui lui prête des sous. Donc on voit un petit peu qu'il y a un certain nombre de pays, Arabie Saoudite, Émirats, Égypte dans une certaine mesure aussi, qui discursivement contribuent à nourrir une rhétorique qui est perçue ici comme, évidemment, eux sont en train de régler leur compte en interne avec leur opposition, mais évidemment, ils se sentent plus à l'aise pour le faire avec des gouvernements ici qui criminalisent les expressions politiques de l'islam, on va dire, qui donc sont plus enclines à ne pas dégainer des arguments de droits de l'homme là encore cas égyptiens, cas émiriens et autres. Et donc voilà, on a une sorte de convergence d'intérêts, d'affinités électives entre une dynamique politique dans le monde arabe, dans un contexte post-révolutionnaire de criminalisation des oppositions islamistes, et de montée de l'islamophobie en Europe, avec, j'ai l'impression, l'une et l'autre qui se nourrissent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'aimerais, de votre point de vue d'ici, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, que vous voyez? Est-ce que ça vous semble important? Ou est-ce que c'est secondaire par rapport à ce que vous observez comme dynamique? Merci pour votre question. Il me semble que la dimension transnationale de l'islamophobie française n'a pas été vraiment prise en compte de manière totale, je pense, dans le bouquin. Parce que il y a beaucoup de choses à faire déjà pour s'intéresser à la manière dont l'islamophobie se constitue dans l'espace français et le relier à l'histoire coloniale, le relier à l'histoire proprement française. Mais c'est vrai qu'il y a une circulation internationale d'idées islamophobes, une circulation internationale d'intérêts, donc la collusion d'intérêts qui est assez improbable entre des gouvernements qui se disent laïcs, qui se disent opposés au mouvement islamiste, etc., mais qui en même temps s'allient avec des gouvernements wahhabites. Donc, il y a un côté dissonance cognitive qu'on peut observer.
Mais c'est vrai aussi du point de vue, donc là vous avez parlé des États, la manière dont les États peuvent finalement reprendre des arguments qui sont utilisés dans le monde arabe pour les appliquer sur le territoire français. Mais c'est une vraie question, en fait, est-ce que c'est islamophobe en fait? Si le gouvernement égyptien réprime dans le sang en le mettant en prison le mouvement des frères musulmans, bah, ce n'est pas islamophobe, c'est une répression politique classique. Et lorsqu'il y a une dissolution d'associations, lorsqu'il y a ce qu'on a appelé dans le bouquin une punition collective contre des associations qui, de près ou de loin, sont revendicatives, et là, ce serait islamophobe. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que une politique publique a une signification particulière en fonction de sa situation nationale, et la même action qui peut se produire dans deux pays différents n'a pas la même signification sociale. On peut élargir cette dimension-là pour plein de questions. La dimension de raciste d'un discours, la dimension raciste d'une représentation. Et l'exemple typique qui est utilisé par Stuart Hall, donc le sociologue britannique, enfin, c'est bizarre de dire britannique, études postcoloniales, il prenait le cas de la croix gammée. La croix gammée, en Europe, c'est le signe par excellence du racisme, du nazisme, de l'antisémitisme, donc c'est l'idéologie aryenne, etc., etc. Mais vous allez en Inde, vous allez au Japon, vous avez des croix gammées qui ont un autre sens, mais ce sont quand même des croix gammées, mais qui n'ont pas une signification raciste. Donc ça que j'ai envie de dire, c'est que la signification d'une représentation, d'un discours, d'une pratique dépend vraiment de la situation dans laquelle elle se situe. Et puis une autre dimension, je pense, dans la question transnationale qu'on n'a pas vraiment pris en compte et qui mériterait des recherches ultérieures, c'est le côté international islamophobe. Parce que Marwan a évoqué les cas d'attentats, donc de Breivik, des attentats contre la mosquée au Québec, mais aussi à Christchurch en Nouvelle-Zélande, etc. Et quand vous regardez les textes qui ont été produits par ces terroristes, il y a qui sont ouvertement islamophobes, on voit qui ils citent. Des gens qui viennent en partie sont de France. Et l'idéologie du grand remplacement qui a été produite en France s'est développée ensuite dans d'autres pays avec des tonalités différentes en fonction des pays. Donc, il y a un espace transnational des idées islamophobes qui mérite encore d'être analysé de manière un peu plus approfondie. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'en fait, les luttes antiracistes ont toujours été, d'une manière ou d'une autre, influencées par le contexte international. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que les grèves ouvrières étaient qualifiées de chiites, voilà, c'était en lien avec la révolution iranienne. Les marcheurs pour l'égalité de 1983 portaient des kéfiers. Et lorsqu'ils sont allés au Palais de l'Élysée, donc le 3 décembre 1983, ils étaient invités par François Mitterrand, on leur a demandé de retirer leurs kéfiers en lien avec la guerre qui avait eu lieu en 82 au Liban. Donc voilà, donc il me semble qu'il y a une histoire connectée de l'islamophobie à faire que malheureusement on n'a pas pu faire ici, mais qu'il faudrait faire, quoi. En complément, je pense moi, je suis d'accord avec Abdelali sur le fait qu'on n'a pas suffisamment creusé cette question-là. On l'a creusé un peu au niveau de la conversion. C'est comment est-ce qu'un sujet international est retraduit à l'échelle locale. Ce qui se passe en ce moment, la révolution en cours en Iran, dans un certain nombre de discours en France, par exemple, et réinvesti par rapport à un agenda islamophobe, c'est-à-dire ce qui est pour beaucoup d'observateurs une révolution contre une dictature religieuse et contre un État illibéral et pour les libertés, etc., est présenté par un certain nombre d'acteurs dans le contexte français, de polémistes ou autres, comme quelque chose contre la religion musulmane, contre le foulard en tant que tel et contre l'islam. Donc il y a la question de la traduction de ce qui se passe à l'étranger dans le contexte français en fonction de cet agenda. Et là, on a plein d'exemples, et c'est toujours le cas, en fait, systématiquement. Mais je pense que ta question, elle va au-delà. Tu parles de convergence d'intérêts, et je pense qu'il y en a une
C'est-à-dire que, vu du côté français, il est possible de convaincre des dirigeants arabes autoritaires qui luttent dans leur territoire contre tout ce qui ressemble à l'islam politique, à l'islamisme, en leur vendant le fait qu'eux aussi luttent dans leur démarche contre l'islam politique. Ça peut au moins désamorcer toute forme d'initiative diplomatique pour soutenir des minorités à l'échelle locale. Voire, ça peut participer à stimuler ou à solliciter des financements pour financer, ici dans le contexte français, des intellectuels, des mouvements politiques ou autres. Mais ça, il faudrait pouvoir l'objectiver. Voilà. Ça, je suis incapable de le faire. Mais c'est clair qu'il y a une convergence d'intérêts et qu'il y a certaines figures, y compris dans le milieu académique, dont on arrive assez aisément à comprendre qu'ils participent de la construction de ces convergences d'intérêts. Après, j'aimerais quand même vous répondre, monsieur, parce que dans ce que vous dites, d'abord, de mon point de vue, la communauté musulmane n'existe pas et l'islam, au singulier, tel que vous l'avez présenté, n'existe pas. On a des communautés sociales extrêmement fragmentées d'un pays à l'autre, qui n'ont pas forcément des intérêts, qui sont des intérêts convergents, qui peuvent s'opposer, qui n'ont pas forcément, il n'y a pas une lecture de la religion. Et donc, je veux juste dire que le discours qui consiste à parler de l'islam au singulier, des musulmans, comme si c'était une entité, est un discours d'essentialisation, justement, qu'on essaie de déconstruire en prenant pour objet le réel, ses fragmentations, et pour sortir de ces catégories lourdes de ils sont racistes, ils sont pas racistes, ils sont plus racistes, ils sont moins racistes. Vous avez raison, c'est pas qu'une question d'angle lié au racisme. Vous avez raison de dire que il y a dans les sociétés à majorité musulmane, c'est pas le cas de la France, des débats, des blocages qui se font et qui se manifestent contre une partie de la population. Vous avez raison de le rappeler, mais bon, nous on fait une sociologie de la société française. C'est la société française qui nous intéresse et c'est la société française que moi je connais le mieux. C'est là où j'étudie, donc je vous parlerai pas du fonctionnement des autres sociétés en tant que telles parce que je suis pas autorisé à le faire. J'ai pas, comme mes collègues, travaillé au Liban, en Syrie, au Yémen ou ailleurs. Et deuxièmement, je pense que d'utiliser ces grosses catégories et d'essentialiser à travers ces catégories-là, ça nous empêche de penser en fait, et de penser avec subtil, et donc ça nous amène à développer une espèce de discours d'autoflagellation. Ce qui nous arrive, c'est notre faute. Et je l'entends beaucoup cette petite musique, et y compris chez des intellectuels athées et qui s'affirment athées dans les pays que je visite et ceux avec qui je dialogue, ils n'ont pas de mal à se définir comme athées, comme non-musulmans, comme chrétiens, comme juifs dans la plupart des pays en question. Et en fait, comment dire, enfin, je veux dire, quand on discute avec eux, une partie d'entre eux, en tout cas, il y a cette idée, cette petite musique de bon, ce qui arrive aux musulmans en France, ils ont toutes les libertés et ils restent attachés à cette religion, c'est un petit peu leur faute. Il y a une espèce on blâme les victimes et d'inversion des responsabilités. Je partage pas ce discours-là. En tout cas, moi, ce qui compte, c'est de voir ce qui se passe aujourd'hui auprès des populations musulmanes. C'est juste ça qui m'intéresse et ça me prend beaucoup de temps. Merci. On a quelques questions sur Zoom, donc rapidement, hein, parce que je ne veux pas laisser à l'écart les personnes sur Zoom. On a un spectateur anonyme qui se protège, qui nous dit « Bonsoir, merci de partager cette conférence. Comment les élites françaises s'organisent-elles pour produire et répandre ces discours ?» Bon, vous l'avez a priori déjà présenté, mais quelle finalité, intention ou intérêt y voyez-vous? Donc peut-être vous pouvez rajouter, je ne sais pas, une ou deux phrases concises. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande en quoi votre concept de néo-laïcité permet-il d'enrichir la typologie de Bobéro des 7 laïcités. Voilà, et puis ensuite, on a aussi quelqu'un qui nous dit, bon, que faire, etc. Je suis citoyenne d'origine algérienne, je vis cette situation tous les jours, je me sens menacée. Que font nos référents, nos intellectuels? Voilà. Peut-être en 2 mots. Sur la première question, on ne formule pas les choses comme ça. On ne dit pas que les élites s'organisent. Donc, parce que ça supposerait que, là aussi, on rentrerait dans une logique du complot. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique d'analyse des différents processus sociaux qui ont débouché sur une hégémonie idéologique autour de l'islamophobie.
et sans forcément qu'on présuppose une intention qui serait la même des années 80, des années 90 jusqu'à maintenant, qu'il y aurait une organisation cachée d'islamophobes qui tireraient les ficelles derrière les médias, les politiques, etc. Donc, la manière dont la question est formulée pourrait induire en erreur par rapport au contenu du bouquin, qui justement ne vise pas à faire ça, de montrer que tout ça c'est du social. On n'est pas voilà. Et quand on parle de convergence d'intérêts, quand on parle de convergence idéologique, ça se fait dans des logiques parfois conscientes, des fois inconscientes. Donc vous prenez par exemple le discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles pour la première élection. Il avait un discours qui était de défense des minorités religieuses, pour une laïcité qui n'était pas justement la néo-laïcité dans le sens où je l'avais défini. Et vous voyez que maintenant, il a un autre discours. Voilà. Voilà. Et si on peut comprendre sociologiquement cette évolution en raison de la manière dont les majorités sont constituées, dans les profils politiques qu'il peut y avoir dans le fait de développer ce type de discours, etc., etc. Donc, les acteurs eux-mêmes évoluent. Si on est dans une analyse des processus sociaux qui débouchent sur cette hégémonie, ça ne signifie pas qu'on nie la subjectivité des acteurs. Chacun a des intentions, chacun a des objectifs, etc. Mais ça ne signifie pas qu'il y ait une sorte de coordination, d'organisation cachée qui serait là derrière, quoi. Voilà. C'est juste... Marouane, peut-être sur la laïcité, Oui, néo-laïcité. sur la distinction, alors bien sûr, il y a différentes catégories et Jean Bobéro, brillant historien et philosophe de la laïcité, a montré qu'il y avait différents régimes juridiques, différentes traditions historiques derrière ce concept-là. Le grand avantage du concept de néo-laïcité, c'est quand même de montrer que on est dans une situation où il y a un peu deux régimes juridiques, deux principes philosophiques qui coexistent derrière la même notion et qui sont pas forcément cohérents entre eux. Vous avez la loi de 1905 qui, en gros, imposait un devoir de neutralité aux agents publics et aux institutions publiques. Et c'était vraiment les représentants de l'État qui avaient un devoir de neutralité. Et le principe, c'est un principe de liberté et un principe d'égalité entre les cultes. Pas de discrimination entre les cultes, liberté, primauté de la liberté et principe de séparation et la neutralité de l'État. À partir de la loi du 15 mars 2004, on change de régime juridique. C'est juste très, très factuel. Pourquoi on change de régime juridique? Parce qu'on a une extension du devoir de neutralité, non pas à l'État, mais aux usagers des services publics. Les collégiens, lycéens, collégiens, lycéennes surtout, et de fil en aiguille, par capillarité, on a cette extension du devoir de neutralité à des domaines et à des personnes qui n'étaient pas du tout concernées par la loi de 1905. Et donc, c'est important de distinguer les deux régimes juridiques parce qu'on est dans la cohabitation, on est dans une situation assez hybride où certains se réfèrent à la loi de 1905 et ceux qui se réfèrent aux principes qui sont énoncés à partir de 2004. Même de parler de devoir de neutralité, les gens parlent, certains de la neutralité de l'État et d'autres de la neutralité des usagers. Mais aujourd'hui, au niveau juridique, la pression politique autour du principe de neutralité, elle repose sur les épaules des usagers, pas de l'État. L'État a oublié de penser sa propre neutralité depuis très longtemps. Et ça ne lui ferait pas de mal, en fait, de faire une petite thérapie de son rapport à ce principe de neutralité. Voilà. Donc, c'est en ça, à mon avis, et les finalités politiques ne sont pas les mêmes. La loi de 1905, c'est quand même une loi de concorde, dans une situation de tension, où l'État, et c'est important, a une position libérale face à un culte puissant, l'Église catholique. Donc, à une réponse libérale face à un culte puissant. On est, à partir de 2004, dans une réponse disciplinaire face à un culte faible. On n'est pas dans les mêmes contextes et les mêmes périodes. Bien, merci infiniment pour cette discussion. Je vous signale que le livre d'Abdelali et de Marouane est disponible ce soir. Si vous souhaitez vous le procurer, Marouane et Abdelali peut-être seront disposés à le signer.
Et j'en profite aussi pour vous annoncer la tenue de notre prochaine conférence qui aura lieu le 10 janvier prochain. Il s'agira de parler de l'Irak et nous recevrons Adel Bakawan. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre présence et votre présence sur Zoom également. À très bientôt.